va continuer après ce débat sur l'histoire du mécénat et de la philanthropie avec Patrick Boucheron, qui est professeur et historien. Il va nous parler de l'histoire des pouvoirs quand le don change la donne. Bonjour. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, quelle générosité! On me donne 10 minutes pour exposer une vérité d'évidence. Dans l'histoire des pouvoirs, le don change la donne. Ça me va très bien, et c'est d'ailleurs bien plus qu'il n'en faut, tant l'essai sur le don que Marcel Mauss a fait paraître en 1923 a déniaisé, j'allais dire, une fois pour toutes, notre rapport à la gratuité du don comme acte libre et désintéressé. Souvenez-vous, au fond, Marcel Mauss, qui fut professeur ici, proposait par rapport à la question de la générosité et la question du mécénat d'une manière générale un triple écart. Premièrement, il rappelait que le don se déploie en obligation continue et réciproque, que les individus sont poussés à rendre le don. Le contre-don du mécénat, c'est la reconnaissance. Et donc, deuxièmement, de ce fait, le don s'inscrit dans un circuit d'échange et ne s'excepte pas de la relation marchande. Et c'est pourquoi, troisièmement, le don est éthiquement ambivalent, puisqu'il est à la fois intéressé et désintéressé. Il exprime des valeurs de partage, de solidarité, de générosité et une forme de violence, une volonté d'éloignement, comme l'écrit Maurice Godelier, qui commente Marcel Mauss dans son livre « L'énigme du don ». Ce qui oblige à donner, c'est que donner oblige. Suis-je donc votre obligé si vous me donnez 10 minutes, maintenant un petit peu moins? On pourrait réfléchir effectivement à ce rapport au temps dans une société post-industrielle où finalement ce que l'on consomme le plus avidement quand on est du bon côté de la relation sociale, c'est le temps des autres, ceux qui précisément ont du temps à perdre. Mais au fond, si on peut poser la question, faut-il en finir avec le mécénat? C'est bien parce que cette relation entre donner et dominer devient voyante et que nous aurions par avance à nous en expliquer. Serions-nous donc entrés dans une société du soupçon où l'on se souviendrait qu'étymologiquement tout cadeau est empoisonné? On se souvient de la polémique sur les tulipes de Jeff Koons, et mon rôle ici est de me demander si l'histoire peut être d'un quelconque secours en la matière. Et rassurez-vous, évidemment, il me semble que, comme à chaque fois, l'histoire n'exalte pas davantage qu'elle condamne, elle alerte, elle donne à voir, à comprendre et à se souvenir. Se souvenir de quoi? D'abord du fait que la chose est aussi ancienne que le mot et que dès que l'on parle de mécénat, inévitablement on convoque une histoire et une histoire ancienne, celle de l'Empire romain, celle de Caius Cilnius Maecenas, cet homme politique romain de l'entourage d'Auguste, il est mort en 8 avant Jésus-Christ, qui a consacré sa fortune à promouvoir les lettres et en particulier Virgile, Properce et Horace. La magnificence, qui est alors une des vertus on va dire, l'éthos gréco-romain et qui se définit fondamentalement comme une éthique de la dépense. Ce n'est pas autre chose que cela, la magnificence. Ce n'est pas la grandeur, c'est le fait de dépenser sans compter. C'est pour les philosophes, pour Aristote, à la fois un trait du génie grec ou gréco-romain et au fond aussi une disposition anthropologique fondamentale. Et c'est pourquoi effectivement j'ai commencé ce bref rappel historique par des données intangibles et régulières, celles qu'offre à notre
contemplation, si je puis dire, l'anthropologie. Mais au fond, cette difficulté conceptuelle, la magnificence est pour certains notable et pas pour tous, et en même temps c'est une disposition de l'esprit humain universel, eh bien, au fond, elle a été le cœur de l'analyse de Paul Veyne. On se souvient de son grand livre « Le pain et le cirque » sur l'évergétisme, dont il ne faut pas croire qu'il ramenait justement le geste de donner à son efficace politique. C'est tout le contraire. Ce que montre Paul Veyne, c'est qu'un geste de don, en l'occurrence, de don à la collectivité, celui de l'évergète, ne s'épuise jamais dans son efficacité politique immédiate. C'est-à-dire qu'il y a du débord, il y a de l'excès, il y a quelque chose qui dépasse l'intention du mécène ou de l'évergète. Et ce débord, c'est précisément ce qui est, je dirais, désirable pour le bien commun. Donc, bien sûr qu'il y a une valeur fondamentalement agonistique dans la compétition mécénale. La Renaissance a effectivement hérité à la fois de cette conception de la magnificence, mais aussi du don chrétien, de ce que Georges Duby appelait les générosités nécessaires, qui, d'une certaine manière, amènent les riches, on le sait bien, à donner aux églises et donnant aux églises à donner aux pauvres, et ce faisant, évidemment, se livrant à la plus désirable des opérations d'optimisation fiscale, parce qu'au fond, investir dans l'au-delà, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Et on sait très bien que les grands donateurs préféraient toujours donner à ce qui se voit, par exemple un retable d'église, davantage qu'à ce qui coûte très cher mais ne se voit pas, le dallage, les cloches, les tentures. Donc il y a une évidente dimension compétitive dans la logique mécénale, pour le Moyen-Âge, par exemple, elle se distribue selon la hiérarchie lignagère, c'est-à-dire que voilà, Paris est aussi une ville qui a été fondée sur le mécénat, on dit souvent royal, mais qui est en fait princier, parce qu'à partir du moment où les princes, les frères et oncles du roi de France, notamment au temps de Charles V, eh bien, font une compétition, par exemple, dans l'imitation des saintes chapelles, vous voyez effectivement la politique de mise en beauté du pouvoir de Jean de Berry, eh bien l'ensemble contribue effectivement à un embellissement du cadre de vie, ce qui par contraste va amener d'autres rois comme Louis XI à faire assaut de modestie, c'est-à-dire que tout est évidemment réversible dans le mécénat. Quand trop de gens donnent tant et trop, alors les plus puissants vont être amenés à se rétracter. Parce que, évidemment, les princes ne sont pas les seuls acteurs de cette politique concurrentielle de course à la beauté et au savoir, et les serviteurs de l'État vont s'y mettre, évidemment. On ne comprend pas plus Charles VII sans le marchand Jacques Coeur, qui construit son palais à Bourges, que Louis XIV sans Nicolas Fouquet, qui construit son château à Vaux-le-Vicomte, et l'un comme l'autre étant, vous le savez, victime de procès politiques où s'exprime la vengeance d'État contre le faste considéré comme crime de lèse-majesté. Pour terminer, je voudrais évoquer au fond ce rapport au cœur de la Renaissance que je connais le moins mal, c'est-à-dire l'Italie du XVe siècle. Le rapport donc mécénal a pu, d'une certaine manière, changer la donne du pouvoir. On se souvient évidemment des Médicis et du fait que le pouvoir des Médicis, au fond, était fondé sur
le clientélisme et le mécénat, qui étaient, je dirais, les deux, l'avers et le revers d'une même médaille, de cette médaille que ciselaient justement pour Côme de Médicis les artistes, et ils ciselaient Côme, le fondateur, en 1434, comme le pater patriae, le père de la patrie, mais en réalité, dans les rues de Florence, on appelait Côme de Médicis le padrino, le parrain, et il l'était assurément parrain d'ailleurs, réellement, en ayant, adopté une grande partie des enfants de sa clientèle. Et lorsque Côme s'engage dans une politique mécénale, il s'engage jamais à découvert, il s'engage toujours dans un groupe. Il est justement le père de la patrie, il prend la tête par exemple d'un groupe de 66 citoyens de son entourage pour ne surtout pas faire comme les plus voyants, comme les plus puissants, comme les plus véhéments de ses concurrents. Il finance, écrit-il, pour la gloire de Dieu, l'honneur de la cité et ma propre mémoire, les trois sont évidemment articulés, et il prend grand soin à ne pas se présenter sous les traits d'un mécène fastueux. Ainsi, lorsque Giovanni Ruccella demande à Leon Battista Alberti de rénover la façade de l'église de Santa Maria Novella, lui, Côme de Médicis, va demander quelque chose de moins visible, de plus discret, et tout au fond, cet art de la discrétion, c'est Alberti qui va lui fournir dans le De Re Edificatoria, de l'art de bâtir, qui enregistre au fond la grammaire du langage architectural qui avait cours dans l'Italie du Quattrocento et qui, au-delà, est forme de dialogue politique sur ce que peut le pouvoir de donner. Et ce que l'on attend de contre-don, pour terminer comme Marcel Mauss, de ce pouvoir de donner. Qu'est-ce qu'on en attend fondamentalement? Et il faut lire Alberti pour comprendre que, d'une certaine manière, la Renaissance a été ce moment de on va dire, je vais le dire vilainement, de surinvestissement dans les biens culturels pour des pouvoirs qui étaient en quête de légitimité politique. Voilà. C'est-à-dire que plus ils étaient faibles, plus ils dépensaient. Et pourquoi? Eh bien, Alberti le dit très bien. Pourquoi, dit-il au prince, dois-tu dépenser pour la communauté? Eh bien, parce que on peut s'étonner et se demander pourquoi la nature nous fait immédiatement sentir à tous, ignorants comme savants, ce qu'il y a de juste ou de vicieux dans la conception des choses et dans leur exécution, mais c'est un fait, il y a une disposition innée à la beauté. Et donc, par conséquent, si le prince auquel s'adresse Alberti s'entoure de beauté, je cite toujours Alberti, c'est magnifique, et sans doute, n'est-ce pas vrai, mais c'est magnifique, la beauté obtiendra, même de la part d'ennemis acharnés, qu'ils modèrent leur courroux et consentent à la laisser inviolée. Et on ne comprend rien à la Renaissance, on ne comprend rien à ce mouvement extraordinaire d'investissement dans les arts si on ne prend pas au sérieux ça. Pour eux, la mise en beauté du pouvoir était une mise en défense. Ils pensaient que s'entourer de choses magnifiques, c'était désarmer les méchants, désarmer les envieux. Évidemment, je suis plutôt du côté de mon vieux frère d'armes Machiavel, qui ricanait face à ce rêve, mais qui savait aussi que c'était un rêve utile. Car si on fait l'autre rêve, c'est un cauchemar. C'est celui, effectivement, d'une oligarchie trumpiste qui se définit par le désir de ne rien donner. Finalement, ce n'est pas nouveau que les plus riches gouvernent aux États-Unis, mais c'est nouveau que les plus riches se recrutent et se recrutent exclusivement dans un petit groupe très minoritaire qui a pris la décision politique de ne rien donner. De ne rien lâcher dans ce concours très puissant aux États-Unis mécénal. Donc, ce qui veut dire effectivement que, et j'en terminerai par là,
n'importe quel système social, politique ou réglementaire ne peut pas compter sur le désintérêt des citoyens, qu'il faut effectivement des règles, qu'il faut des incitations, qu'il n'y a aucune, qu'on ne blesse rien de l'orgueil des donateurs à dire que le geste désintéressé est en même temps intéressé, parce que, comme le disait Machiavel, la République est le régime où on a intérêt à la vertu. Et donc, par conséquent, il suffit de s'organiser pour que chacun ait intérêt à la vertu. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Patrick Boucheron pour cette leçon d'histoire qui était réellement passionnante. Merci beaucoup. On va donner la parole maintenant.